J'étais à l'intérieur. Et j'ai découvert des choses qui ne méritent plus d'être cachées. Pourquoi et comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République? Le peuple français doit réagir. Ça va exploser. Je vous dis, ça va exploser. Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système finalement auquel vous avez participé? Je le qualifie de mafieux. Vraiment, même la mafia était un peu plus respectueuse que ça. Mais quelle responsabilité donnez-vous à M. Sarkozy dans ce que vous appelez, vous, cet État mafieux? La tête. Bonjour à tous, après cette petite introduction apéritive qui en dit déjà long, je vous ai fait le résumé du livre Sarkozy-Kadhafi, histoire secrète d'une trahison de Catherine Gracier. Donc, pour le mettre en lien avec l'actualité. Alors le début de l'ouvrage présente les témoignages de deux proches de Mouammar Kadhafi, Tahar et Zora Mansour, capturés et torturés pendant la guerre de Libye de 2011, et introduit l'objet principal du livre, la trahison de Nicolas Sarkozy et les soupçons de financement politique. Tahar, un kadhafiste convaincu, a été arrêté à Tripoli le 19 septembre 2011. Détenu dans un hôtel de luxe transformé en prison, il a subi des tabassages répétés et a été forcé, avec des centaines d'autres prisonniers, de ramper et nager sur la plage la nuit, tout en étant témoin d'exécutions sommaires quotidiennes, 15 à 16 par jour. Les interrogatoires filmés étaient menés par des Français, 2 hommes, une femme préparant le matériel d'enregistrement, et des Qataris. Tahar a identifié les Français grâce à la langue, aux gardes et à son interlocuteur principal, un homme en civil portant parfois des espadrilles, des lunettes de soleil et un tatouage de croix. La torture était employée, les Français utilisaient l'électricité, jusqu'à 20 fois, pieds nus dans l'eau, tandis que les Qataris pratiquaient la torture du poulet rôti. Les questions des tortionnaires français et Qataris portaient sur l'aide à Kadhafi, ses fils, Saadi, Saif el-Islam, etc. La localisation des stocks de missiles et d'armes chimiques et, de manière cruciale, sur les étrangers à qui Kadhafi avait donné de l'argent. Libéré fin octobre 2011, Tahar a fui en Tunisie, muni d'un certificat médical attestant de blessures multiples et d'une hernie inguinale. Zora Mansour, alors, moi d'ailleurs je trouve que, je sais pas, il y a certaines similarités, est-ce que c'était voulu ou pas du tout, dans la série Bureau des légendes avec Nadia El Mansour. Hein, je sais si vous avez vu la série. Bref. Zora Mansour, intime du guide depuis 1977, ancienne responsable des Amazones, les gardes du corps féminines, dont certaines servaient d'esclaves sexuels, un fait qu'elle qualifie d'invention occidentale, et diplomate francophone en charge des relations avec la France, a également été capturée. Elle a été emprisonnée 3 mois et torturée par des soldats qataris, brûlures de cigarettes, coups, et dépouillée de ses biens. Elle voue une haine farouche à Nicolas Sarkozy qu'elle qualifie de traître, rappelant l'avoir accompagné à Paris en 2007 lors de la visite officielle. Le livre s'appuie sur ces témoignages de kadhafistes pour élucider le revirement de Sarkozy, qui a déclenché la guerre de Libye après avoir déroulé le tapis rouge à Kadhafi 4 ans plus tôt.
L'enquête se concentre sur la corruption, le financement politique, les ventes d'armes et la diplomatie secrète. L'auteur établit un lien direct entre les questions des tortionnaires français concernant l'argent libyen versé à des étrangers entre guillemets et les soupçons de financement illicite de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, promettant des révélations inédites sur les relations franco-libyennes. L'extrait se concentre ensuite sur les débuts des relations franco-libyennes, soulignant l'attitude pragmatique des personnalités d'influence française envers le régime de Kadhafi, souvent motivé par l'argent. Le chapitre « Aux origines du mal » s'ouvre ensuite sur un événement fondateur en novembre 1973, la visite de Mouammar Kadhafi à Paris. Le colonel, au pouvoir à l'époque depuis 4 ans, refuse de se rendre à Matignon pour rencontrer le Premier ministre Pierre Messmer. Après un refus initial, Messmer, malgré l'humiliation, cède et se déplace à l'hôtel Plaza Athénée pour rencontrer Kadhafi. Ce geste est perçu par un conseiller de Matignon comme l'acte par lequel le Premier ministre est allé baiser la babouche du colonel Kadhafi, marquant une soumission française précoce. L'extrait revient ensuite à la genèse de ces relations en 1969. 3 mois après le coup d'État de Kadhafi, la France, désireuse de s'éloigner des anglo-saxons et malgré le manque d'informations sur le nouveau dirigeant, conclut un contrat d'armement majeur avec la Libye. Éric Desmarais, alors au Quai d'Orsay, se souvient que le jeune colonel, fasciné par Napoléon et la Révolution française, voulait immédiatement des armes. Le ministre de la Défense, Michel Debré, convainc Georges Pompidou de travailler avec Kadhafi. Dès décembre 1969, la France signe un contrat pour la livraison de 110 avions de chasse Mirage, suivis plus tard par des patrouilleurs des Mirage F1. Ouais, alors, petite parenthèse, on comprend pourquoi De Gaulle a été indirectement dégagé par un référendum, puisque Pompidou, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire ce genre de choses, ce que n'aurait jamais fait De Gaulle, entre autres choses, bien évidemment. Pompidou, c'était le candidat de la finance, de la banque Rothschild, etc. Fin de la parenthèse. Des rencontres discrètes étaient organisées pour le numéro 2 libyen, le commandant Jaloud, au ministère de la Défense. Ce démarrage rapide et l'acceptation de l'humiliation de 1973 posent les bases d'une relation franco-libyenne où les intérêts, notamment la vente d'armes, priment sur les considérations politiques ou morales. Ben oui, je vous dis, candidat Rothschild, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? L'extrait retrace l'évolution des relations franco-libyennes, de l'euphorie commerciale à la rupture diplomatique et au terrorisme d'État. Dès les années 1970, l'attrait pour la Libye comme Eldorado se développe au politique français avec l'établissement d'une liaison régulière Le Bourget-Tripoli en 1975. En mars 1976, le Premier ministre Jacques Chirac se rend en Libye, officiellement pour le tourisme, officieusement pour vendre des armes dans une logique de pétrole contre armes. Ces années sont marquées par une forte croissance des ventes d'armes françaises, Kadhafi étant un acheteur avide. Tout ça, une petite parenthèse pour lui planter un poignard dans le dos une fois qu'il était devenu trop encombrant, avec le financement d'un président français qui serait probablement jamais devenu président sans son aide. Les relations commerciales sont alors saines. L'ambassadeur Guy Georgy servant d'intermédiaire direct avec Kadhafi. L'idylle prend fin en 1980. La France intervient en Tunisie à la demande du président Bourguiba, après une action libyenne à Gafsa, entraînant l'incendie de l'ambassade de France à Tripoli par des manifestants. Les tensions s'aggravent avec le conflit tchado-libyen pour la bande d'Aouzou, forçant la France à intervenir militairement, opération Manta, Épervier, et à suspendre les contrats d'armement. Malgré cela, la diplomatie reprend ses droits, le président François Mitterrand serrant la main de Kadhafi à Chypre en 1982. C'est là, petite parenthèse, où on peut voir la ligne directrice qu'il y a derrière les changements successifs de gouvernement, droite, puis gauche, puis droite. C'est exactement ce qui est dit dans le film Hills de Jean-Daniel Simon. Quand il parle là, dans la DS Palace, il y a un agent de renseignement qui lui dit « Vous avez sûrement remarqué que derrière les changements successifs, il y a toujours une ligne directrice. » Ça, c'est nous. C'est nous qui nous occupons de ça.
Donc c'est vraiment le monde plus sombre, un petit peu à la Spectre dans James Bond. Cette politique occulte dont parle brièvement Roselyne Bachelot dans un passage télé que je vous avais montré là, l'ancienne ministre de la Santé. Bref, fin de la parenthèse. En 86, Kadhafi bascule dans le terrorisme d'État avec les attentats de la discothèque La Belle à Berlin en 86, de Lockerbie 1988 et du vol UTA 772 en 1989. En représailles à l'attentat de Berlin, les États-Unis bombardent Tripoli et Benghazi en avril 86. La France, malgré l'attaque contre ses intérêts, refuse aux Américains le survol de son territoire, invoquant l'absence de mandat de l'ONU, une décision perçue comme une trahison par Washington. Aïe, c'est l'époque où on avait encore des couilles. La décennie 1990 est marquée par l'embargo aérien et militaire de l'ONU 1992. Cependant, des intermédiaires comme Bernard Chenel tentent de contourner l'embargo pour vendre des armes, notamment des missiles Crotale, Kadhafi craignant de nouveaux bombardements. Chenel utilise alors son réseau, incluant l'ancienne première ministre pakistanaise Benazir Bhutto et l'ambassadeur Guy Georgi, pour approcher le guide. Voilà à quoi ils passent leur temps, hein, petite parenthèse. Si vous croyez qu'ils s'occupent du pays pour lequel ils sont des représentants, que ce soit les Libyens ou les Français, peu importe, ça correspond vraiment à la maxime de l'ancien ministre anglais Benjamin Disraeli qui disait que les gens seraient tout à fait étonnés de savoir qui exactement gouverne le monde. Enfin, dans le sens à quel degré de corruption on est et que ça n'est pas du tout les idéaux politiques qu'on peut penser qui motivent ces gens à agir. Voilà le genre de magouille à laquelle ils passent leur temps. Je continue. Donc, on a ensuite l'extrait suivant qui révèle les manœuvres complexes et les intérêts divergents qui ont marqué la période de transition des relations franco-libyennes, notamment autour de l'embargo et de l'attentat du DC-10 d'UTA. Ouais, ils tentent de contourner l'embargo de l'ONU de 92 en proposant de faire réparer les missiles Crotale libyens par la société sud-africaine Kentron, qui détient une licence. Bien que Thomson CSF, le futur Thales, refuse initialement, Chenel obtient une couverture des services français, l'autorisation du gouvernement de Lionel Jospin, car il s'agit de matériel de défense. L'affaire capote en 1999 suite au changement de président en Afrique du Sud. Thabo Mbeki succède à Nelson Mandela, qui stoppe le projet sous pression des États-Unis. Cependant, dès février 1999, le gouvernement Jospin autorise Thales à négocier la modernisation des Mirage F1 libyens, anticipant la levée de l'embargo. Ce réchauffement s'illustre par la visite officiellement non officielle de Saif el-Islam Kadhafi, le fils du guide, en France en février 2002. Accueilli par l'ambassadeur, il inaugure la reprise de la liaison aérienne Paris-Tripoli et organise une exposition à l'Institut du monde arabe attirant des personnalités de tous bords politiques, comme Jack Lang. Non, je plaisante. Bah si, forcément, il est le directeur. Vous voyez le genre de personne. Bref, le dossier de l'attentat du DC-10 et d'UTA, 1989, ralentit le rapprochement. Un collectif de familles de victimes, les familles du DC-10 UTA en colère, je cite, mené par Guillaume Denoy de Saint-Marc, négocie directement avec la Libye via la fondation de Saif el-Islam Kadhafi, sans l'aide des autorités françaises. Ces négociations aboutissent en janvier 2004 à un accord d'indemnisation d'1 million de dollars par famille. Parallèlement, une initiative secrète, avalisée par le président Jacques Chirac, qui est le directeur de la DGSE Alain Juillet, est lancée par un trio franco-tchadien, dont Tamara Assil, fille adoptive de Kadhafi. Elle refuse d'être l'émissaire officiel, et facilite l'envoi de Pierre Bonnard à Tripoli. Malgré les tentatives de Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi, de torpiller l'initiative, ce circuit parallèle conduit à l'envoi d'émissaires libyens à Paris. Je vais juste faire une petite parenthèse ici, parce que, puisqu'on est les pieds dans le plat déjà, Alain Juillet, bien que je pense que ça soit un homme intelligent et que il s'ouvre un petit peu à la vérité semble l'intéresser. Je pense que c'est un homme sincère.
Quand il disait dans le documentaire sur la loge Athanor, vous savez, avec des barbouzes qui étaient commissionnés par des hommes d'affaires et des notables dans une loge qui se trouvait être maçonnique pour mettre des contrats sur la tête de gilets jaunes ou choses comme ça. Hein. Alain Juillet qui fait un peu la personne choquée en disant vraiment, vraiment jamais dans la maçonnerie il y avait eu de barbouzerie à ce point, quoi. Je pense que Alain Juillet, il a dû quand même en voir des vertes et des pas mûres. Hein. Donc, bien qu'il semble, bien intentionné, c'est un bon gars. Mais voilà. Hein. Initiative secrète, quand il était directeur de la DGSE, avec des trucs Kadhafi, tout ça, je pense qu'il a dû en voir beaucoup, beaucoup. Il sait de quoi toute la politique occulte est capable. Je continue. Donc, Tamara Assil refuse d'être l'émissaire officiel, mais facilite l'envoi de Pierre Bonnard à Tripoli. Malgré les tentatives de Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi, de torpiller l'initiative, ce circuit parallèle conduit à l'envoi d'émissaires libyens à Paris. L'accord financier de 2004 ouvre la voie à un nouveau départ pour les relations franco-libyennes, culminant par une visite historique de Jacques Chirac en Libye. L'extrait décrit ensuite la normalisation des relations franco-libyennes après la levée de l'embargo européen en 2004, marquée par la visite de Jacques Chirac. Malgré l'espoir de chute de contrat, la visite de Jacques Chirac en Libye est constamment reportée, notamment à cause des infirmières bulgares et du médecin palestinien toujours détenu. Pendant ce temps, les concurrents anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni et européens, Italie, Allemagne, Espagne, se positionnent activement pour les contrats libyens. Bah oui, hein, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ils sont tous là. Le chancelier allemand Gerhard Schröder réussit même à devancer Chirac en se rendant discrètement à Tripoli en octobre 2004 après avoir demandé au président français d'annuler une escale pour cause de solidarité concernant l'attentat de Berlin. La visite de Chirac a finalement lieu le 24 novembre 2004, une première pour un chef d'État français en exercice depuis 1951. Le voyage, préparé par Saïf el-Islam Kadhafi, dont la visite discrète à Paris en août 2004 perturbée par l'arrestation temporaire de l'intermédiaire Bernard Chenel, est motivé par les affaires africaines, notamment la guerre au Darfour et les gros contrats. Michel de Bonnecorse, conseiller Afrique de Chirac, explique l'intérêt de la France à contrôler Kadhafi pour limiter son pouvoir de nuisance, je cite, en Afrique, notamment en l'utilisant pour soutenir Idriss Déby au Tchad et Omar Béchir. Kadhafi, protecteur des Touaregs et aspirant à devenir le chef de l'Afrique noire, était perçu comme un fauteur de troubles. Malgré l'enjeu économique, la Libye regorge de pétrole et de gaz, la récolte de contrats est mince pour la vingtaine de patrons français accompagnant Chirac. Seuls 5 accords cadres techniques et administratifs sont signés. EADS, donc l'ancêtre d'Airbus. Hein. Oui, ils changent de nom tous les X années quand ils ont trop de casseroles au cul, hein, un petit peu comme dans un autre domaine, comme Bayer qui rachète Monsanto. Hein. On rachète et puis ça fait plus propre derrière. Voilà. Donc Thales, Vinci, etc. Chirac se plie au protocole de Kadhafi, visitant les débris de sa maison bombardée en 1986 et le recevant sous une tente bédouine. Le président français prononce alors une phrase d'une grande platitude. « Le temps est superbe, dans le ciel et dans nos cœurs. » Tandis que Kadhafi, conscient de l'avidité française pour les contrats, se contente d'un geste de la main. L'extrait marque le début d'une nouvelle ère dans les relations franco-libyennes, celle des intermédiaires, soulignant la guerre des réseaux et l'émergence des figures de l'ombre. La visite de Jacques Chirac en Libye, en 2004, est l'occasion de l'introduction officielle d'Alexandre Djouri, alors inconnu du grand public et proche du clan chiraco-villepiniste, par le président lui-même, qui le recommande chaleureusement aux Libyens. Djouri, accompagné du PDG de Veolia, Henri Broglio, est présenté comme un homme de confiance, annonçant le basculement vers le règne des apporteurs d'affaires. Alors, petite parenthèse, on verra plus tard dans le résumé que tous ces apporteurs d'affaires se tiraient tellement dans les pattes, c'était tellement le bordel, que plus tard, la Libye et Kadhafi, ils ont décidé de missionner des hommes comme Takedine
pour lui demander de mettre en place un système où il y aurait moins d'intermédiaires, tellement c'était le bordel. Ils se tiraient tous dans les pattes. Je continue. L'agent de Thales, Bernard Chenel, assiste atterré à cette introduction qui permet à Djouri de se lier à Saïf al-Islam et surtout à Bachir Saleh, le secrétaire particulier de Kadhafi. Parallèlement, Patrick Ollier, député UMP et compagnon de la ministre de la Défense Michel Alliomari, s'active discrètement en Libye. C'est vrai qu'elle se fait plus discrète, elle, ces dernières années. S'active discrètement en Libye via le groupe d'amitié France-Libye qu'il a fondé. Son activisme suscite l'intrigue et la méfiance. Un rapport de la DST, donc la Direction de la Surveillance du Territoire, de 2005, révèle que Thales a commandité une enquête du cabinet Kroll sur de supposées commissions libyennes pour Ollier, qui avait proposé ses bons offices pour un contrat. Cette affaire, survenue en plein scandale Clearstream, est interprétée par certains comme une manœuvre des sarkozystes pour affaiblir Michel Alliomari, qui cherchait à conserver la main sur les contrats de défense, alors que les négociations glissaient vers l'Élysée. Cet épisode illustre la guerre des réseaux qui sévit dès 2005, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2007. Alors, petite parenthèse, dans les extraits du film Le Grand Jeu que je vous ai mis il y a quelques jours, on a un bon exemple de cette guerre des réseaux. À un moment, Dussolier il dit la coexistence de nos deux réseaux n'est pas possible, donc je vais faire appel à des gens comme vous pour tatati tatata. L'extrait présente ensuite Souhel Rached, un facilitateur entre guillemets mystérieux au-dessus du niveau d'intermédiaire qui jouissait de la confiance de la France et de la Libye. Ancien journaliste palestinien, il a géré les affaires en France de Moussa Koussa, le puissant patron des services secrets libyens. Rached a également été actif en Afrique, notamment en Afrique du Sud, où il aurait traité le trésorier de l'ANC, Matthews Fosa, dans le cadre du soutien financier de Kadhafi à Jacob Zuma. Moussa Koussa, son patron, est décrit comme un homme au parcours sulfureux, ayant supervisé la traque des opposants libyens en exil avant de devenir responsable des services de renseignement extérieurs et de gérer le retour de la Libye sur la scène internationale. Moussa Koussa, chef des services secrets libyens, est un acteur central des relations internationales de la Libye. Il exécute les ordres de Kadhafi, allant jusqu'à collaborer avec la CIA et le MI6 en 2003 pour démanteler l'arsenal chimique et bactériologique libyen et livrer la liste des fournisseurs d'armes. Koussa est parfaitement introduit en France. Il rencontre régulièrement Michel de Bonnecorse, Élysée, pour discuter de l'Afrique, Centrafrique, Côte d'Ivoire, et tisse les liens avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant au ministère de l'Intérieur, discutant avec le premier des opposants libyens et avec le second du dossier des infirmières bulgares. Il est également en contact avec les patrons de la DGSE et de la DST. En 2006, Koussa intervient à Paris pour plaider la cause d'Hannibal Kadhafi, le fils turbulent du guide, qui a un casier judiciaire en France, notamment pour avoir tabassé sa compagne. Le dossier remonte jusqu'à Jacques Chirac, qui tranche « Hannibal se voit refuser le visa Schengen, jugé, je cite, indésirable en France pour poursuite par la justice pour faits divers ». Le facilitateur Souhel Rached, bras droit de Koussa, est très apprécié de la DCRI, mais un peu moins de la DGSE. Il est un contact précieux pour Sarkozy et Guéant. Cependant, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, proche des sarkozystes et misant sur le rival de Koussa, Abdallah Senoussi, tente de discréditer Koussa auprès des Français. En 2011, Koussa fait défection et se réfugie à Londres. Son ancien bras droit, Souhel Rached, tente quant à lui d'exfiltrer Saadi Kadhafi, un autre fils du guide, vers l'Afrique du Sud. Alexandre Djouri, surnommé Monsieur Alexandre, est présenté comme le secret le mieux gardé de la République, un homme d'affaires d'origine algérienne ayant évolué dans l'ombre du pouvoir, mêlant business et diplomatie parallèle. Initialement chiracien, proche de Villepin et de Gourdeau-Montagne, il devient sarkozyste, proche de Guéant et de Squarcini. Il fuit les médias et refuse le terme d'intermédiaire. Son vrai ami libyen, entre guillemets, est Bachir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, et responsable du fonds souverain libyen African Investment Portfolio, LAP.
L'extrait met en lumière le rôle central d'Alexandre Djouri dans le réseau des intermédiaires franco-libyens, ainsi que la guerre d'influence entre les clans chiraciens et sarkozystes. L'ascension d'Alexandre Djouri en Libye est facilitée par ses liens avec le clan chiracien, notamment Dominique de Villepin et son ami l'avocat Francis Spinner. Djouri aurait joué un rôle indirect dans les négociations d'indemnisation des victimes du DC-10 du TA. Une note non publiée, attribuée à son rival Ziad Takieddine, suggère que Djouri, Spinner et l'ancien juge Alain Marceau auraient tenté de faire arrêter Abdallah Senussi, chef du renseignement militaire libyen, et condamné par coup de contumace pour l'attentat lors de son voyage en Italie pour des soins. Djouri utilise son entre-gens politique pour s'imposer sur de grands contrats, se faisant imposer par l'Élysée, entre guillemets, pour accompagner, entre guillemets, des ventes d'armement. Il réclame notamment une commission de 12,8 millions d'euros sur la vente de 12 Airbus à la Libye, ce qui crée des remous chez EADS. Claude Guéant tentera même de débloquer la situation en sa faveur par des SMS. Djouri, donc je répète, voilà à quoi ces gens-là passent leur temps. Et en plus, ils font les malins, éventuellement, sur les plateaux de TV, en continuant à parler, à donner des conseils sur ce qui les regarde pas. Voilà. Moi, c'est presque ce qui m'énerve le plus, en fait. À la limite, tu fais ta pourriture dans ton coin, tu vois, mais après, tu la joues discret, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aimerais mieux qu'il s'occupe des peuples qui sont censés représenter, du social, enfin, tout ce qui va pas. Plutôt que ce genre de tractation, évidemment. Et je continue. Djouri est également associé à des problèmes chez Alstom concernant le projet du métro d'Alger, où son intervention aurait conduit au limogeage du directeur des affaires internationales. Les rivalités entre Djouri, qui est un chiracien, et Takieddine, sarkozyste, qui a aussi, on le verra, financé la campagne de Balladur, donc déjà en 95. Donc cette rivalité est exacerbée par la guerre des droites en vue de la présidentielle de 2007. Takieddine tente d'évincer Djouri, le désignant par le sobriquet le Kabyle dans ses notes, et se vante de l'avoir rendu persona non grata en Libye en 2005. Malgré son ancrage chiracien, Djouri est contraint de rallier le camp sarkozyste en 2006 lors d'un déjeuner secret avec Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Bernard Squarcini après avoir été soupçonné dans l'affaire Clearstream. Sarkozy aurait déclaré qu'il aurait reçu une balle entre les deux yeux s'il n'avait pas rallié son camp. Bernard Squarcini, alors préfet, devient un obligé de Djouri et lui fournit une attestation de moralité. L'ami libyen de Djouri, Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi et responsable du fonds souverain LAP, qui gère 8 milliards d'euros, connaît une ascension rapide. Il est décrit comme un homme défendant ses propres intérêts, ayant notamment récupéré un projet hôtelier et commercial au détriment de l'homme d'affaires Pierre Bonnard. L'extrait se concentre ensuite sur l'ascension de Bachir Saleh et l'irruption du réseau de Ziad Takieddine dans les affaires franco-libyennes, révélant la guerre des réseaux et la rivalité entre les clans. Bachir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi, prend de l'importance à partir de 2006, notamment après avoir été nommé à la tête du Libyan African Investment Portfolio, LAP, donc ce fonds d'investissement de 8 milliards d'euros. Il devient le messager de Kadhafi et est reçu en grande pompe à l'Élysée de Nicolas Sarkozy en 2007, ainsi que par les patrons du grand groupe français. Malgré cela, un ancien responsable de la DGSE minimise le rôle d'Alexandre Djouri dans les grands contrats libyens, affirmant qu'il a eu une fâcheuse tendance à se mettre en avant, et que son influence était exagérée. L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, proche des sarkozystes, fait une entrée fracassante en Libye en 2005. Selon le récit de l'armurier Bernard Chenel, Takieddine utilise une prétendue lettre de recommandation de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, pour s'introduire auprès d'ambassadeurs de France et surtout d'Abdallah Senussi, le beau-frère de Kadhafi, et le chef du renseignement militaire, recherché par la justice française pour l'attentat du DC-10 du TA. Takieddine promet à Senussi que Sarkozy, s'il devient président, pourra le faire blanchir. Senussi le croit et lui ouvre les portes des achats militaires, permettant à Takieddine de commencer à parler de contrats.
Dassault, Sagem. L'existence de la lettre est confirmée à Chenel par des contrats libyens. Mais Sarkozy, interrogé par Chirac, aurait nié en être l'auteur, la qualifiant d'invention des Libanais. Takieddine a tissé un réseau solide dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, se liant à Nicolas Bazir, Thierry Gobert, tous deux mis en examen dans l'affaire Karachi, Brice Hortefeux et Jean-François Copé. Il affirme avoir rencontré Claude Guéant en 2002 pour discuter du contrat Mixa avec l'Arabie Saoudite et Nicolas Sarkozy à 2 reprises en 2003. Donc, on va faire une petite parenthèse ici. Est-ce que vous vous rendez tous bien compte, est-ce que les gens se rendent compte que les gens qui deviennent ministres, qui deviennent président de la République, Premier ministre, etc., les gens qui sont censés nous représenter, sont en réalité placés à leur poste pour représenter les intérêts du grand capital et du CAC 40, etc., des grands groupes. Hein, c'est ça. Et donc, c'est ce qui expliquerait pourquoi la droite a souvent besoin de tricher, apparemment, hein, de trouver des financements ailleurs qu'en France, parce qu'ils savent très bien qu'ils représentent le grand capital que la plupart des gens ne portent pas dans leur cœur, évidemment, puisque ce sont des exploiteurs. Enfin, vous voyez, schématiquement. Donc, on nous met des sortes de VRP, des commerciaux, de vulgaires commerciaux, à la tête de nos pays. Et ça continue de décennie en décennie, quoi. Bref, je continue. Ouais, donc Guéant contre Mixa. Ses relations avec Sarkozy auraient été plus complexes au début, mais il a travaillé étroitement avec Guéant. Donc Takieddine. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, 2002, 2004 et 2005, 2007, s'intéresse à la Libye pour la lutte contre l'immigration clandestine, suite à la fermeture du camp de Sangatte et le terrorisme. Après les attentats de Casablanca en 2003, il effectue une tournée au Maghreb. Les services français reconnaissent l'efficacité des services libyens, notamment dirigés par Moussa Koussa dans la lutte antiterroriste. Ziad Takieddine, intermédiaire sarkozyste, s'active en Libye sur les registres de la diplomatie parallèle et des contrats. En avril 2005, il rencontre Abdallah Senussi et Saif al-Islam Kadhafi pour discuter de la coopération antiterroriste et propose même à la DGSE de former des soldats libyens. Il propose également ses services à la DGSE elle-même, ce qui embarrasse le patron de l'époque, Pierre Brochant. Takieddine organise les visites de Claude Guéant, 1er octobre 2005, et de Nicolas Sarkozy, 6 octobre 2005, à Tripoli. La rencontre de Sarkozy avec Kadhafi est décrite comme surréaliste. Longue attente, Kadhafi agitant un chasse-mouche, marmonnant, Sarkozy s'ennuyant, et Guéant tentant de gérer son impatience. Dans les coulisses, Takieddine pousse activement l'entreprise Sagem sur les contrats libyens, notamment pour la rénovation des avions Mirage. En 2005, il provoque un clash en proposant aux Libyens, via le PDG de Sagem, Jacques Paccard, une modernisation totale de leur flotte, Mirage et Sukhoi, pour les transformer en, je cite, véritables machines de guerre. Ah oui, ils aiment bien la guerre à droite, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Allant donc à l'encontre de la stratégie de Dassault Snecma Thales, qui vise une rénovation légère pour mieux vendre le Rafale. Takieddine défend Sagem dans ses notes, soulignant son indépendance par rapport aux Américains. L'irruption de Sagem, poussée par Takieddine, fait échouer l'accord initial. Les Chiraciens, et l'Élysée et Matignon, sifflent la fin de la récréation en janvier 2006. Jacques Paccard est remercié 9 mois plus tard. Une source au sein de Safran, la maison mère de Sagem, indique que Takieddine a voulu tout embrasser et pousser le dossier en réclamant une inutile commission de 8%. Un acteur chiracien estime que la stratégie de Takieddine était la bonne, mais que celle de Dassault, intouchable sous Chirac, a prévalu. Le financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye fait l'objet d'une information judiciaire depuis avril 2013. Ça aura duré 12 ans, hein, ces conneries. Aux frais du contribuable, hein, naturellement. C'est nous qui payons en partie les frais de justice. Hein. De nombreux interlocuteurs français et libyens affirment sans réserve que Kadhafi a financé cette campagne. Saif al-Islam Kadhafi, fils du guide,
accuse publiquement Nicolas Sarkozy sur Euronews en mars 2011 de devoir, je cite, « rendre l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale ». Il prétend détenir les preuves, compte bancaire, opération de transfert, mais n'avance aucun montant. Mouammar Kadhafi aurait désapprouvé cette déclaration et demandé à son fils de ne pas divulguer immédiatement les preuves. Et oui, il commençait à devenir encombrant. Hein. Ils n'ont probablement pas non plus apprécié tous ces gens-là qu'on supprime par la suite Kadhafi, devenu trop encombrant après lui avoir déroulé le tapis rouge. Hein. Je continue. Abdallah Senussi, numéro 2 du régime et chef du renseignement militaire, confirme également l'aide financière à Sarkozy en août 2011. Il ajoute que Sarkozy avait promis de l'aider personnellement dans son affaire judiciaire, l'attentat du DC-10 du TA, et qu'il possédait des enregistrements de cette offre. Kadhafi avait l'habitude de filmer ses rencontres avec les officiels occidentaux à leur insu. Hein. En avril 2012, entre les deux tours de la présidentielle, Mediapart publie un document daté du 10 décembre 2006, prétendument signé par Moussa Koussa, le chef du renseignement extérieur libyen, qui prouverait, entre guillemets, un accord de principe pour un soutien de 50 millions d'euros à la campagne de Sarkozy. La note mentionne une réunion du 6 octobre 2006 avec côté français Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. Sarkozy qualifie le document de faux et porte plainte. Cependant, l'authenticité de la note est mise en doute par Moussa Koussa et Bachir Saleh et elle est jugée peu crédible par l'auteur en raison de la logique des réseaux. Koussa travaillant avec Souel Rached et Saleh avec Alexandre Djouri, tandis que Takieddine est l'homme de Senussi. Bagdadi al-Mahmoudi, ex-premier ministre libyen emprisonné à Tunis, aurait affirmé devant un tribunal tunisien avoir supervisé le dossier du financement. Un de ses avocats, Béchir Essid, a déclaré publiquement que Kadhafi avait financé la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros et que des documents existaient. L'auteur du livre se rend à Tunis pour enquêter sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, suite aux déclarations de l'ex-premier ministre Bagdadi al-Mahmoudi. Elle rencontre d'abord Béchir Essid, avocat de l'ancien régime de Kadhafi, qui annonce vouloir porter plainte contre tous ceux qui ont participé à la chute de Kadhafi, y compris Nicolas Sarkozy et l'OTAN. Essid lui donne le contact d'un Libyen, Nasser A. Alors, je propose de parler de ce Nasser A et de la suite dans la deuxième partie de ma vidéo. À très bientôt. Et oui, pardon, je vous ai mis gratuitement le lien vers le résumé PDF que j'ai fait de l'ouvrage dans la description.